Bonsoir, bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, envoie ta demande. Maintenant, tu pourras monter en direct, nous raconter ton histoire mystique. Ici, on ne raconte que les histoires mystiques, pas les histoires romantiques, d'amour, pas les histoires de grève, de guerre et autres. Ici, c'est les histoires mystiques. Voilà. Donc, on va commencer. Surtout par les détails. On ne donne pas les noms des gens ici. Si tu veux utiliser les noms, tu peux utiliser les noms d'emprunt. S'il s'appelle par exemple un Tamak, tu peux dire Paul, tu peux dire Jean, tu peux dire Pierre, tu peux dire Sébastien, mais pas le vrai nom, s'il vous plaît. On donne les noms des pays et même des quartiers, mais on n'indique pas là où la maison se trouve. Voilà. Donc, poisson d'eau douce. Bonsoir Francine. Bonsoir DMG. Comment tu vas? Très bien, chez vous? Très bien, très bien. Il y a la télé derrière toi. Hein? Effectivement, je viens d'arrêter. Ok, merci. C'est une joie aujourd'hui. Je suis la première. Bon, je viens... les phrases bizarres. L'autre venait dire que ma voisine a accouché comme si c'était mon enfant. Je serai la que c'est sa première première fois. Moi, je dis que tu es la première. Tu es la première femme. Hey. Ok. Pardon, je rectifie. Ok, je viendrai cette fois avec l'histoire de ma nounou. Bon, il y a eu plusieurs nounous qui sont passés chez moi. La dernière, en fait, j'avais un bébé très malade et je devais quitter la Côte d'Ivoire pour l'Europe. Donc, j'ai pris une nounou, elle est venue, elle m'a dit, ah tata, ta fille là, on peut la soigner à l'indigénat. Bon, c'est ce que je faisais, et hôpital et indigénat. Non, je lui dis, d'accord, allons voir dans ton village. On arrive là-bas, elle fait certains traitements. Bon, elle me montre d'abord une commune. Elle me dit, bon, c'est la commune qui me dit, ah, ma fille, on va consulter pour ton enfant. Bon, je lui dis, d'accord, j'ai compris, mais aujourd'hui, je ne pourrai pas. Donnez-moi ce qu'il y a à donner pour régler le problème de ma fille. Je viendrai un autre jour pour consulter. Bon, la maman accepte. Donc, après ça, on part voir son grand frère. C'est-à-dire la nounou, le frère à la nounou. Quand on part chez lui, ma fille à la naissance, elle avait des problèmes au niveau des pieds là. Donc, on devait voir un kiné. Et le kiné a brisé l'os de sa jambe droite. Et il n'a pas su plâtrer. Donc, elle a le pied qui est vraiment bizarre. On arrive chez lui, il me dit, bon, la grande sœur, son pied là, je peux arranger ses mains. Je dois encore briser l'os et puis refaire notre traitement. Donc, l'enfant sera dans la maison environ 2 à 3 mois. Et ça, je me suis fait accompagner avec ma mère. C'est-à-dire, j'étais moi, ma mère, et puis la nounou et mon bébé. Je lui dis, j'ai compris, mais tout ça, j'irai réfléchir à la maison. Et ce jour-là même, je lui ai même donné de l'argent. Parce qu'il dit, il doit rentrer en brousse. Il y a un type d'écorce qu'il doit avoir. Je lui ai donné de l'argent. On rentre chez moi. Quand on rentre, cette nounou-là, avant qu'elle ne vienne, j'étais tellement dans le besoin que je n'ai pas prié. Ça, il faut le reconnaître. Je n'ai vraiment pas prié. Je rentre, ma mère me dit, non, c'est pas bon signe. Garder un enfant dans une maison pendant environ 2 mois. En tant que tu connais ton projet, je dis à ma mère, bon, c'est vrai, mais je vais réfléchir, puis je vais mettre ça en prière. Et puis, j'ai commencé à allumer des encens dans ma maison. La première fois quand j'ai allumé l'encens, la nounou est rentrée dans une colère pas possible parce qu'on lui avait demandé d'aller acheter de la viande. Je pense qu'elle devait prendre la viande à 2250. Quand elle est venue, je lui avais remis un billet de 5. Quand elle est revenue, elle me dit, Tanti, moi je peux plus partir. Parce que quand je partais, tu m'as dit que c'était 2250. Elle dit, bon, tu es parti, on dit c'est combien? Elle dit, on dit 2500. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Si tu veux plus partir, dépose l'argent, moi j'irai. Mais à ma grande surprise,
La fille est sortie de la maison, elle est allée s'asseoir dans les escaliers. Et j'ai commencé à rire. Quand je me suis mise à rire, ma maman me dit, mais pourquoi tu ris? Elle lui a dit rien. Et quand j'ai voulu prendre l'argent pour aller, la nounou est revenue. Tata, je vais prendre. J'ai dit non, laisse. Ma maman dit laisse, c'est son travail. Et elle a pris encore. Elle est partie acheter. Mais je vous assure qu'elle a envoyé une viande toute pourrie. Ce jour-là, je n'ai pas mangé. C'est elle et ma mère qui ont mangé. Je suis allée au travail. À mon retour, quand je reviens, et comme j'avais dit, je devais sortir du pays. Donc, je suis allée pour le visa à l'ambassade. Avant d'aller pour le visa à l'ambassade, j'avais fait un rêve où on me disait de la mettre dehors. Avant d'aller faire l'entretien. Bon, quand je me suis réveillée, j'ai vraiment pas pris ça au sérieux. J'ai dit, je vais prier, Dieu va m'aider. Je vous dis que je vais à l'ambassade. Tous ceux qui sont partis à cette ambassade-là, c'est-à-dire toutes les connaissances de mon époux là, en 2-3 jours, on les appelait pour leur dire que c'est bon, vous pouvez venir prendre le visa. Pour moi là, on a tapé 5 jours, 6 jours, 7 jours. Le monsieur était découragé. Et moi, j'ai commencé encore à rejeûner. Et je pense dans les 6 jours d'intervalle là, elle m'a encore énervée. Donc dans ma colère, quand je suis rentrée du travail, j'avais déjà prévu son salaire. Tout ce que je lui ai dit, parce que je faisais aussi des gardes. Donc quand je suis rentrée, je lui ai dit, prends toutes tes affaires. Elle a pris et je lui ai donné tout son salaire. Elle avait fait la moitié du mois. Donc je lui ai donné son salaire. Et quand je calculais, je pense qu'il devait avoir 300 francs dessus. Et je ne voulais pas lui donner des jetons. Parce que ma mère m'a toujours dit que quand tu n'as pas confiance en quelqu'un, ne lui donne pas de jetons. Et sur son salaire, là, j'ai mis un billet de 500 francs. Je lui donne, je lui dis, prends tes affaires, tu rentres aujourd'hui. Elle n'a pas dit un mot. Elle a fait ce que je lui ai demandé, elle est rentrée. Cette même nuit, quand je dors, la fille, je la trouve dans mon salon. Vous voyez quand les femmes, quand vous êtes dans votre salon, de toute façon, vous vous asseyez de manière décontractée. C'est comme ça, elle était assise. Et moi, j'étais arrêtée au milieu du salon. Et puis, elle me demandait, Tata, tu m'as renvoyé là, c'est pourquoi? Et dans le rêve, je lui disais, tu as travaillé, tu as été une bonne personne, mais actuellement, je n'ai plus besoin de toi. C'est pourquoi je t'ai demandé de rentrer. Sinon, tu n'as pas à être fâchée. Elle me dit, ah bon, Tata? Dans le rêve, je lui disais toujours oui. Tu m'as rendu un grand service, mais il était temps. Tu as même vu que ton salaire, ce n'est pas tout ton... Ce n'est pas... J'ai mis ton transport. Dans le rêve, c'est ce que je lui ai dit. Tu as vu que ton salaire, là, j'ai même mis ton transport pour que tu puisses aller chez tes parents. Non? Elle m'a dit, d'accord, Tata. Et puis, je me suis réveillée aux environs de 3 heures. Ce même jour-là, je vais au travail. L'ambassade m'appelle. Quand la dame je décroche, la dame me dit, bonjour madame, c'est telle ambassade. Vous êtes temps? Je lui dis oui madame. Elle me dit, c'est-à-dire le ton de la voix de la dame a changé. Elle me dit, j'ai dit, oh, tu viens prendre ton visa à la Lacan. J'étais tellement dépassée que je lui dis, bon, sur le champ, si vous voulez, je viens. Elle me dit, non, 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 ne viens pas maintenant, mais viens demain. C'était comme si elle m'avait plusieurs fois appelé. J'avais dit, oui, je viens. Oui, je viens. Oui, je viens. Et Dieu a fait grâce. Effectivement, je suis allée, on a eu le visa, moi et tous mes enfants. On a pu voyager. Non, c'est pour dire, il ne faudrait vraiment pas qu'on ignore nos rêves. Et quand nous avons une très mauvaise intuition, on doit suivre l'intuition. Si j'avais pas écouté ma maman et que je voulais vraiment aller soigner ma fille ou bien même consulter, peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas où je suis. Bien, je sais tout. Merci beaucoup, Francine, pour l'histoire. Allô, DMG, excuse-moi. Oui. J'ai vu un commentaire qui dit jeûner pour aller souffrir en Europe. Non, c'est pas pour souffrir en Europe. Jeûner, c'est pour être auprès de son homme. Parce que avoir un foyer où l'homme est quelque part seul et toi tu es ailleurs, c'est vraiment pénible. Donc je jeûnais plus pour Justement. que ma famille soit regroupée. C'est plus ça. Bon. Merci beaucoup, Francine. Je vous en prie. Je reviendrai. D'accord. Ok, fais-moi descendre s'il te plaît. D'accord. Kérina, bonsoir.
Je viens de rejoindre le live et je voulais raconter une histoire. En écoutant l'histoire de la dame qui vient de raconter, je voudrais raconter aussi mon expérience que j'ai eue avec une nounou que j'avais chez moi. D'accord. Vous avez les écouteurs, hein? Non. Attends, je vais changer de pièce. Là, c'est mieux? Oui, c'est beaucoup mieux là. Alors, à une époque, j'avais mes enfants qui étaient tout petits et j'avais beaucoup de travail. Et donc, le travail que j'avais ne me permettait pas d'être constamment à la maison. J'ai donc rencontré une amie, une dame avec qui j'ai grandi, que j'ai considérée comme une amie. On habitait dans le même quartier et qui était d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Je préfère ne pas le citer. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une nounou, de quelqu'un qui était à la maison en permanence parce que, étant mère célibataire, je ne pouvais pas être là permanemment avec les enfants. Elle m'a donc mise en contact avec une de ses connaissances dans ce pays-là d'Afrique de l'Ouest. Et j'ai fait des papiers pour une nounou qui devait venir. Ma condition, c'était qu'elle devait être majeure. Elle m'a donc mise en contact avec une fille de 19 ans et sa famille. J'ai payé tout ce qu'on m'avait demandé de faire. Les visas, les vaccins, le billet. Et j'ai même donné un peu d'argent à ses parents pour qu'ils puissent la laisser venir. Avant qu'elle n'arrive, tout allait bien dans ma maison. Dès qu'elle est arrivée, je voyais des phénomènes bizarres. Mais je n'avais pas pris conscience, je n'avais pas fait le rapprochement avec sa présence. Les choses disparaissaient. Les fortes sommes d'argent disparaissaient. Ma cuisine, la nuit, parfois quand je me réveillais et que j'avais envie d'aller prendre un verre d'eau, ma cuisine était envahie de cafards. Je ne comprenais rien. J'avais même fait venir un service d'hygiène pour nettoyer la cuisine, pour pulvériser des produits, mais rien. Il y avait une sorte de sécheresse pas possible que je vivais dans la maison. À l'école, les enfants ne travaillaient plus bien, les enfants qui étaient premiers de la classe. J'avais même pris un répétiteur qui était là, mais les enfants ne travaillaient plus bien. Tout n'allait pas. À mon boulot, c'était pareil. Et la même période, ma mère, qui était encore en vie, avait attiré mon attention. Elle m'avait dit, il faut que tu te débarrasses de la nounou. Je dis, maman, je ne peux pas me débarrasser de la nounou. Elle me dit, je vois des choses, il faut que tu te débarrasses d'elle. Je n'avais pas pris en considération. Un jour, une nuit, je rêve qu'elle rentre dans ma chambre et qu'elle verse sur moi une boîte dans laquelle étaient de grosses mouches. Il y avait au moins une centaine de mouches dans un pot. Et elle a renversé les mouches sur moi. Je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai commencé à me gratter. Et le matin, j'ai vu que j'avais des boutons sur le corps. Je suis allée au travail comme d'habitude. Je me suis dit que peut-être c'était une allergie. Ensuite, je suis allée, quelques jours après, ça n'allait pas. Je suis allée voir le dermatologue qui m'a donné une batterie d'examens. On n'a rien trouvé. C'était comme si je faisais de l'eczéma. Et un jour, ma mère vivait toujours, je suis allée la voir et je lui ai dit, je comprends pas, voici ce que j'ai, voici ce que je ressens. Ma mère m'a dit, on va aller voir un homme de Dieu. Elle m'a emmenée dans son église. Il a fait des prières, m'a demandé d'être en jeûne pendant 3 jours. Je me suis mise en jeûne pendant 3 jours. Il a prié. Au bout du 3e jour, il m'a dit, tu verras ce qui va se passer. Ce jour-là, sans problème, sans rien, quand je rentre, la nounou me dit, elle ne veut plus rester avec moi. Je dis, pourquoi? Elle me dit, la maison chauffe. Je dis, non, tu dois me dire d'abord pourquoi tu ne veux pas partir et ce que tu as fait. Parce que les choses que je vois dans ma maison, je ne les voyais pas avant que tu n'arrives. Et là, j'ai appelé ma mère qui est venue avec son pasteur et elle a commencé à confesser que elle avait injecté un esprit dans ma maison et c'est pourquoi les choses n'allaient pas ainsi. On a prié, elle a manifesté comme pas possible, elle a roulé au sol. Le jour même, on était dans les 20h, 21h, je lui ai dit, tu prends tous tes bagages et tu sors de chez moi. Je l'ai mise à la porte. Les cafards que je voyais dans ma cuisine là, je ne les voyais plus. Dès qu'elle est partie, le lendemain, il n'y avait plus aucun cafard dans ma maison.
le trimestre, à la fin du trimestre même en question, mon fils est sorti de là avec une moyenne de 13, alors que d'habitude c'était les 8 de moyenne. Ma fille aussi a eu sa moyenne depuis que la nounou a été partie de chez moi. À partir de ce jour, je me suis dit plus jamais je ne prendrai une personne dont je ne connais pas l'état d'âme venir rester chez moi. Et la leçon du jour que je donnerai aux autres, c'est de faire attention avec vos employés de maison. Faire attention à qui vous faites rentrer, aux personnes que vous faites rentrer chez vous. On ne sait pas qui est qui. Ne faites pas confiance entièrement. La personne qui rentre dans votre maison, c'est la personne qui vient détruire votre famille. C'est la personne qui vient vous détruire. Vous qui avez des nounous, faites attention. Soyez vigilants. Donc voilà un peu l'histoire que je voulais raconter ce soir. Merci beaucoup, Karina, pour l'histoire. Fais-moi descendre, s'il te plaît. D'accord. Le message est passé. Tu fais rentrer quelqu'un dans ta maison. Oh, miracle. Oh, merci. Et la personne arrive avec des idées. Parfois, les gens dans vos maisons, ils ne viennent pas forcément pour détruire, mais quand ils voient comment vous vivez, comment vous êtes heureux, il y a la jalousie qui s'installe. Tu peux avoir une nounou, elle n'a jamais fait quelque chose de mal. Mais tellement tu vis bien avec ton mari, là, des enfants, tout le monde est content, heureux. La jalousie s'installe et puis voilà. On peut maintenant prendre le dernier condiment qui vient gâter tout ça. Bonsoir. Allô? Bonsoir. C'est bon, je peux commencer l'histoire? Oui, tu peux commencer. Alors, c'est une petite histoire. C'est mystique, non? Elle s'est déroulée... Ouais, mystique. D'accord. Donc, l'histoire se passe il y a déjà près de 20 ans. Hein. On était dans les années 2004. Alors, je décide de quitter la capitale économique pour me rendre à la capitale, donc Libreville. Donc, je partais pour faire mes études là-bas à Libreville. Donc, c'était encore les vacances. Donc, je devais apprendre cette année à la capitale économique. Alors, dans l'ambiance des vacances et tout, il y a mon beau-frère qui se présentait à l'élection des députés. Dans l'ambiance, avec mes cousins, mes frères, on décide de faire le voyage vers le village. Donc, mon beau-frère se présentait à l'élection. Il était candidat en province, dans la province d'Oyem. Alors, on s'en va dans l'ambiance, on monte dans un canter tous, avec d'autres enfants du village. Il y avait l'alcool, il y avait la boisson, il y avait les femmes. J'étais encore très jeune, hein, j'avais près de 17 ans. Alors, on voyage. Une fois arrivé à Ndjolé, pour ceux qui connaissent le Gabon, à Ndjolé, on fait un accident. Donc, on tombe dans un ravin. Il y avait les bébés, il y avait les enfants, il y avait les femmes. Donc, on tombe dans le ravin. Et là, il y a les frères du village qui ont appuyé le bouton. Le bouton, c'est dire qu'ils sont sortis en vampire et ils ont sauté de la voiture spirituelle. Comment je peux dire ça? En fait, ils sont sortis de la voiture du véhicule mystiquement. Et là, nous, on se retrouve dans le ravin, à 20 mètres de la route. Alors, voici les frères qui viennent en haut là-bas. Ils viennent nous secourir. Alors, ils viennent en secours. Ils prennent les enfants. Ils prennent les femmes. Mais après, à un moment donné, on s'est posé la question. Mais comment cela ils ont fait? On s'est vraiment posé la question. Et là, on a été évacué à Libreville. Il y a mon frère qui s'était cassé la colonne vertébrale. Malheureusement, il est décédé. Arrivé à Libreville aussi, il y a l'un de mes grands frères aussi qui a fait l'accident. Donc ma mère elle était vraiment triste parce que moi, son fils, j'avais fait l'accident. Et aussi mon grand frère qui a fait un autre accident dans une autre ville. Donc le même jour, on se retrouve à l'hôpital général à Libreville. Et là, je viens maintenant sur mon grand frère. Mon grand frère, lui, il avait aussi eu mal à la colonne vertébrale. Et une fois qu'on avait fait la radio, alors,
C'était vraiment une radio bizarre. Imaginez-vous, l'IMG, que dans une radio, on trouve une gilette dans ses fesses. Une gilette à la radio. Le médecin présente la radio, il nous montre, on voit bien une gilette. Vous voyez bien comment la gilette est dessinée. Mais tout le monde était étonné. Comment est-ce que quelqu'un va avoir une gilette dans une fesse? Alors ma mère était au chevet de son lit pendant qu'il était hospitalisé et tout. Alors un soir, mon frère il gratte sa fesse. Il dit à ma mère que non, la fesse me fait gratter. Il s'est mis à gratter la fesse et directement la gilette est sortie. On a retrouvé une gilette rouillée sur son drap. Comment est-ce qu'elle est sortie? Sans blessure. Sans blessure. Ma mère a gardé cette gilette-là. Et aujourd'hui, je ne sais plus qu'est-ce qu'elle a fait de ça. Donc, c'était un peu ça l'histoire. Mon autre cousin qui faisait partie de l'accident que j'avais fait, il est décédé. Ça fait déjà près de 20 ans. Donc, c'était un peu une histoire mystique en fait, cet accident. Merci. D'accord, Mr. Pitch, merci pour l'histoire. Mais on a pu retirer ça de ses fesses là? C'était sorti comme ça, c'était sorti. Lui-même il a gratté. La gilette est sortie des fesses. La gilette c'est d'abord comme... Une lame, la lame. Ah. Ouais, les lames là, non? Ok. Les lames gilettes là. Ok. D'accord, voilà, merci. Le rasoir. Faites-moi descendre, merci. Ah, moi j'ai appris quelque chose. Gilette, c'est la lame. Ah. Bonsoir. Ah, Comment tu vas? je vais bien et toi? Très bien, merci. Bon, l'histoire, c'est une de mes tantes qui me l'a racontée. Elle me disait que c'est un papa qui avait un fils très intelligent, très intelligent. Il était toujours parmi les premiers de sa classe et tout ce qui va avec. Les années sont passées, le jeune homme a eu le bac. Le papa l'a envoyé en France faire les études. Mais en arrivant là-bas, je sais pas ce qui s'est passé, le papa persécutait toujours l'enfant. Il faut revenir, genre dans les rêves quoi. Il persécutait l'enfant à chaque fois qu'il faut revenir, il y a personne pour m'aider ici, il faut revenir. Vraiment, l'enfant était vraiment perturbé à pas la peine. Mais malgré ça, il a quand même fini ses études. Il a fini les études, il a eu tous ses diplômes, du coup il est rentré au pays. Mais l'enfant malheureusement n'est pas directement rentré chez son père. Il a d'abord fait escale chez l'un de ses oncles. Là-bas aussi ça n'allait toujours pas. Le père appelait toujours l'enfant dans les rêves. Voilà, il faut revenir, qu'est-ce que tu fais là-bas? Reviens. Tu avais dit m'aider ici, je suis seul, il n'y a personne pour m'aider. Le fils ne comprenait toujours pas. Il a expliqué à son oncle. L'oncle a dit en tout cas, si ce sont des choses des rêves, ça va passer et autres. Au fur et à mesure, des années sont passées, c'était toujours la même chose, persécution, il allait à l'hôpital, il allait chez les gangas, c'était toujours pareil. Après, un bon jour, l'oncle a dit, ah, moi j'ai jamais vécu ce genre de choses, mais aujourd'hui quand même, on va aller chez un marabout. Du coup, ils sont partis là-bas, le marabout a dit à l'oncle, toi tu restes dehors vu que c'est pas toi qui viens faire la consultation. Il est resté dehors, il est rentré avec le jeune homme qui devait consulter. Du coup, ils sont rentrés, le marabout lui a dit, bon voilà ce que je vois dans le miroir. Voilà ce que ton père a prévu faire. Voilà les noms de ceux-là que ton père veut tuer avec toi. Genre, ton père veut que tu sois son acolyte dans ces pratiques qu'il fait un peu partout là. Du coup, le fils n'a pas vraiment compris de quoi il s'agissait. Le marabout a parlé. Il a encore dit que, ah, voilà, regarde encore la même liste là. Des noms que ton père a prévu tuer telle année. Voilà ici dans le miroir. Du coup, le jeune homme a reconnu les noms de ses parents, de ses frères, de ses oncles et autres. Le petit a dit ok d'accord, merci pour la consultation et tout ce qui va avec. Après il est sorti.
maintenant vouloir maintenant dire à l'oncle que voilà les noms des gens que j'ai vus là-bas ou que papa a prévu tuer pour telle date, telle année. Lorsqu'il sort, il veut parler à l'oncle, la bouche est fermée. La bouche est fermée, il n'arrive plus à parler. Tout est bloqué. Il commence à délirer sur place. L'oncle a paniqué. Il a vraiment paniqué. Il a pris l'enfant, il a ramené l'enfant chez son père. Que voilà ce que j'ai ici là. Avec l'enfant là, voilà. L'enfant maintenant commençait à citer les noms n'importe comment. À dire, tel nom. Du coup, le père tellement traumatisé, il a enchaîné l'enfant dans une pièce. Du coup, là-bas, quand les gens venaient rendre visite au jeune homme, ça allait bien. Vraiment, tout allait bien. Il n'était pas genre brutal. Vraiment, tout allait bien. Mais quand c'était son père qui rentrait, genre déposer la nourriture et autres, le gars, il s'est fâché. Il s'est battu avec le père, sérieusement. Jusqu'à après, à un moment donné, il avait fait un choc au père là. Du coup, le père ne rendait plus visite à son fils. C'est la maman qui rentrait maintenant. Elle venait faire prier avec l'enfant, l'emmener un peu dans les prières, mais tout en étant toujours enchaîné dans la voiture. Parce qu'il était très violent. Alors là, vraiment violent, à pas la peine. Du coup, aujourd'hui, ça essaie d'aller. Mais malgré ça, c'est pas qu'il est vraiment guéri totalement, mais il continue toujours de balancer certains noms comme ça là, que personne ne se rend compte. On se dit toujours, bon, il est toujours en train de délirer, mais aujourd'hui ça essaie d'aller, vraiment ça essaie d'aller. Mais le père aujourd'hui est un peu fâché par rapport à cette situation, parce que la mère amenait à l'église, ils ont essayé de soigner, de délivrer un peu l'enfant. Mais ça va, il est là, il n'est plus vraiment fou en tant que tel, mais il est toujours... C'est plus vraiment ça dans sa tête, mais ça va déjà quand même. C'est un peu ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. C'est quoi, comment tu dis ton nom là? Urlika Blair. Urlika Blair. Oui. Oh. C'est ton vrai nom? Oui, c'est mon vrai nom. Et tes parents t'appellent souvent comme ça tous les jours? Urlika Blair. Oui, c'est mes prénoms. C'est compliqué, hein? D'accord, merci beaucoup. D'accord. J'essaie un peu d'imaginer ma mère, comme ma mère parle vite là. Elle veut gronder l'enfant, il faut l'appeler pour... Tu as compris, Ulrika Blair? Tu as compris, Ulrika? Hey, l'enfant avec pas. Hey. Même pour gronder l'enfant, c'est compliqué parce qu'il faut appeler l'enfant. Il faut appeler le nom de l'enfant avant de gronder l'enfant. Là, elle veut te gronder, mais elle veut t'appeler. Elle va dire non, pas. Hey, c'est quoi? On gronde la qualité, c'est quoi? Bonsoir, la Rose. Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors mon histoire est petite mais ça a beaucoup fait rire, mais elle est mystique, hein. Voilà, elle est mystique. Bon, ça c'est quand on était au village, on avait tendance, je suis du Gabon, mais du Sud, on avait tendance à aller tout le monde au village. Moi on avait un cousin là, bon, on a un cousin qui est toujours vivant, un taquin, un filou, toujours en train d'emmerder les autres. À la rivière il vous fait des coups. Quand vous mangez, il est même capable, quand il finit son plat comme ça, je te dis, DMG, il te tue le cafard, il vient laisser à côté de toi. Tu vas refuser le plat, et il récupère ton plat. Tout le temps, c'est comme ça. Donc, un jour, mon grand-père a pris le vin de palme. Mon grand-père, à l'époque, était chef du village. Et c'est bizarre, son vin de palme que mon grand-père buvait, il lui a dit non, tiens, toi bois. Bon, on n'a pas fait attention, on a laissé. Tu as les écouteurs? Non, j'ai enlevé. Peut-être mon chargeur qui embêtait, c'est bon. Ok. Maintenant, cette nuit-là, après avoir bu le vin de palme, je te jure qu'à l'époque, on avait encore les latrines. Il a une diarrhée qui dit pas son nom. À 2h du matin, accompagnez-moi, qui va partir? Tu as fatigué les gens toute la journée. Personne ne part avec lui. Vous connaissez Dame Diarrhée, elle est un poulet. Il s'est levé, il est sorti. DMG. Il dit que quand il est arrivé dehors, à l'instant où il veut commencer l'affaire, il voit le hibou. Il peut lui dire en langue que je dis, hein,
Toi, tu es venu en vacances pour embêter les gens. Le cri qu'il a lancé, frère, tout le village s'est levé. Il dit qu'il a vu le hibou. Et ce qui est bizarre, c'est que le hibou est resté là. Nous tous, on est sortis. Mais j'ai observé mes grands-mères rester là et regarder. Nous, on était en panique. Oh, le hibou, parce que le hibou, vraiment, c'est pas un petit truc. Oh, le hibou, le hibou. Ah. Mais tout le monde sort, sauf Papy. Et après, avec le temps qu'on a compris que c'est Papy qui voulait cueillir une leçon en lui disant que c'est pas parce que tu es avec les autres que tu dois pas respecter les autres. Ah, Papy, non, ton truc la nuit sur le hibou. C'est comme ça qu'on doit vous apprendre, vous les jeunes de la ville. Donc c'était ça ma petite histoire. Quand vous au village, faut pas trop embêter les autres. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, la Rose. Bonne soirée à toi aussi. Et t'acceptes, maman. Allô. Bonsoir, Allô. et t'as accepté. Bonsoir, on m'entend bien? Mais il y a beaucoup de bruit Allô? derrière toi. Attendez. Là, on m'entend mieux maintenant. Oui. Oui. Ah, d'accord. Bonsoir, DMG. Bonsoir. Fais les écouteurs. Ça fait plaisir. Ouais, là, j'ai des écouteurs. En fait, comme mon micro déconne un peu, du coup, j'ai des écouteurs et tout. Il faut un peu retirer les écouteurs. On va voir comment ça sonne. Oh, non, si j'enlève les écouteurs, tu auras du mal à m'entendre. Essayons, on va voir. Allô? 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 Oui. C'est parfait Oui, là, tu m'entends? Là, c'est C'est parfait. parfait? Là, c'est parfait. Ok, d'accord. Alors, moi, j'ai une histoire palpitante à raconter. C'est une histoire qui se passe au Gabon. Il y a quelques années en arrière. C'est aussi pour sensibiliser un peu la jeunesse. Donc, j'aimerais que vous soyez attentifs à mon histoire, s'il vous plaît. Alors, cette histoire se passe ici au Gabon. Il y a quelques années en arrière, il y a une jeune fille qui vivait un peu dans, on va dire, des conditions un peu compliquées. Elle va faire la rencontre d'un jeune homme. En sortant un soir comme ça, elle rencontre un jeune homme. Et ils vont s'échanger. À cette époque, il n'y avait pas encore des téléphones, genre, les réseaux sociaux et tout ça. Non, non, non. C'était une fille, comme on dit, grossièrement, on dit des barquartiers. Elle va rencontrer un jeune homme. Et au sortir de leurs échanges, aussitôt, le mec, il va lui dire, écoute, je te sens bien, je veux qu'on passe déjà à une étape plus avancée, toi et moi. En moins d'une semaine, hein, le gars était chaud, franchement. Il était intéressé par la fille. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé leur relation. Petit à petit, on va dire 2 semaines après, la fille a parlé à sa sœur à la maison que oui, j'ai rencontré un jeune homme. J'ai pas beaucoup d'informations sur lui, mais ça match bien lui et moi. Et c'est comme ça que un jour, il va aller avec la fille voir sa mère. Parce qu'il était vraiment chaud. C'est-à-dire que c'est en moins d'une semaine, le gars vraiment, il voulait déjà se caser avec elle. Il voulait une relation sérieuse. C'est comme si en fait le monsieur, il savait ce qu'il voulait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui cherchait une femme dans sa vie, tu vois. Et c'est comme ça qu'ils vont aller voir sa mère. Et il va voir la mère de la jeune demoiselle et tout en lui disant moi je suis intéressée par votre fille et tout ça et tout ça. Je souhaite que d'ici là qu'on fasse le mariage, même dans 3 mois et tout. La mère a dit, elle disait non, écoutez, moi je suis bien intéressée par l'enthousiasme que vous avez pour épouser ma fille et tout ça, mais je veux que vous puissiez prendre un peu le temps de vous connaître, etc.
Et c'est comme ça, de fil en aiguille, la relation elle était bien, elle était pétillante, ils sortaient tout le temps. Un jour, on va dire à 3 semaines, maxi 3 semaines de la relation, elle va chez son petit ami. Arrivée chez son petit ami, il lui remet une enveloppe kaki. Il lui dit, écoute, prends cette enveloppe. Non, bien avant de lui remettre, excusez-moi, hein, bien avant de lui remettre l'enveloppe, ils ont fait l'amour comme un couple et tout. C'était vraiment intéressant, c'était vraiment intense et tout et tout. Et après ça, il lui a remis une enveloppe kaki où il y avait une forte somme qui avait un montant de 2 millions par là. Et c'est comme ça que la fille, elle était un peu dépassée. Elle disait, non, mais pourquoi aujourd'hui tu me donnes une forte somme comme ça? Je comprends pas. Pourquoi tu me remets autant d'argent et tout? Il dit, non, écoute, franchement, tu es ma femme bientôt et tout. J'ai envie de te faire plaisir. Je vois pas pourquoi je vais pas te gaver de cadeaux et tout. Donc, j'ai décidé de te donner cet argent. Prends-le et fais ce que tu veux avec, amuse-toi. Achète-toi, fais-toi plaisir. Elle était quand même un peu sceptique, mais au final, elle a accepté l'enveloppe. Et après accepter l'enveloppe et tout, il lui a remis un numéro. Il lui a dit, tiens ce numéro, au cas où je ne suis pas joignable, tu peux me joindre à ce numéro et tout dorénavant et tout. Je dis, mais quoi, tu comptes changer de numéro et tout ça? Il dit, non, non, non. Au cas où je ne suis pas joignable, il peut arriver, par exemple, que tu n'arrives pas à me joindre sur ce numéro. Au moins, tu as un deuxième numéro sur lequel tu peux me joindre. C'est comme ça que la jeune demoiselle a accepté. Elle a dit, il n'y a pas de souci. Quand elle rentre à la maison, elle rentre directement dans sa chambre. Quand elle rentre dans sa chambre, on va dire 10 minutes après, elle a commencé à se sentir mal, se tordre de douleur. Sa mère était au salon et la douleur était tellement intense qu'elle a commencé à crier. Aïe, 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 j'ai mal, maman et tout. Elle a commencé à crier dans la chambre, la mère. Mais comme la chambre était fermée à clé, elle avait du mal à venir ouvrir la chambre, à ouvrir la porte, pardon. Et c'est comme ça que la mère a commencé à taper. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comment? Pourquoi tu cries comme maman, j'ai mal, maman, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Elle insiste avec les cris et tout ça. Et c'est comme ça que la mère, elle va faire appel aux voisins et tout pour venir casser la porte. Quand elle rentre dans la porte, elle trouve sa fille, les jambes fermées, sur le lit, en train de se tordre de douleur. Et c'est comme ça que la mère va poser la question à la fille, qu'est-ce que tu as et tout. Elle va demander aux voisins de sortir de la pièce et tout ça, machin. Elle se retrouve à deux avec sa fille. C'est comment, maman j'ai mal, maman j'ai mal, maman j'ai mal. Elle se tord de douleur et tout. C'est comme ça que la mère dit, mais montre-moi où tu as mal, je vais voir, je suis ta mère. Elle se gêne un peu de montrer et tout. Mais la mère insiste. Et vu la douleur, vu comment la douleur était intense, au final, elle ouvre les jambes. Et quand elle ouvre les jambes, sa mère voit comment la foufoune de sa fille, en fait, c'était rongé. Il restait que les lèvres du haut, mais c'était rongé comme si ça a été mangé par un animal de manière atroce. La mère a crié au scandale. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as et tout machin? Elle a commencé à paniquer. Elle lui dit non, j'étais chez Mathias, j'étais là-bas, je suis rentrée, il m'a remis juste des sous, l'enveloppe est sur la table, et voilà, c'est tout, je suis rentrée, voilà, j'ai commencé à voir la douleur. Elle dit, donne-moi le numéro de Mathias et tout. Donne-moi. Donc quand ils appellent Mathias, le numéro ne passe pas. Et c'est comme ça que
la fille commence à paniquer, la mère commence à paniquer. Elle se souvient que le gars lui avait donné un autre numéro. Il a dit non, au cas où mon numéro ne passe pas, tu peux me joindre par tel numéro. Et c'est comme ça que la mère prend le deuxième numéro. Quand elle appelle, on lui dit directement bonjour madame, c'est Gaboussep ici. Quel genre de cercueil voulez-vous pour votre mort? Prise de panique, elle s'affole, elle dit mais c'est quoi ça? Oh non, mais madame, je vous dis, quel genre de cercueil voulez-vous pour votre mort? Et la dame était très 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 sérieuse. Elle panique. Donc le monsieur en question, l'histoire raconte que quand elle est partie chez le fameux petit ami qui était Mathias, pendant leurs ébats, en fait, il a pris la forme mystique d'un serpent. Donc pendant qu'il lui faisait l'amour de manière intense, il s'était transformé en serpent pour ranger son sexe. Et la somme, les 2 millions qu'il lui avait remis après leur ébat et tout, en fait les 2 millions c'était pour la cérémonie. Donc il avait déjà préparé son coup. Et c'est comme ça que l'histoire, malheureusement, dans le taxi, le temps d'arriver à l'hôpital, la jeune fille a rendu l'âme, elle a eu le temps de raconter et tout. Donc la morale de l'histoire ici, c'est pour dire aux jeunes filles, l'argent c'est bien, mais l'argent facile, il faut faire attention. Il y a des gens mal intentionnés. Quand il est arrivé comme un prince sorti de nulle part, elle était comme on dit, dans la galère. Elle a trouvé son charmant homme qui sort de nulle part, qui commence à lui donner des sommes très 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 importantes. Elle est éblouie par ça, et au final, en fait, c'était quelqu'un qui était là pour un objectif bien précis, de récupérer tout ce qui était bon en elle et organiser ses obsèques. Donc les 2 millions ont servi d'obsèques. Et c'est ainsi que finit l'histoire. Merci beaucoup, Alina. Merci beaucoup. Merci. Big F. Ouais, bonsoir. Bonsoir, chef. Bonsoir à tous. Bien, je vais vous conter une personne qui m'est un peu familier. Étant originaire de l'Ouest Cameroun, je peux faire un peu taire beaucoup d'indices. Alors, c'était un monsieur qui faisait son petit commerce. Il vendait généralement le seau, les savons dans des seaux. De 250, il faisait les promotions à 225. Il progressait. Quelques années plus tard, le monsieur a ouvert il a loué un petit espace de 3 mètres, de 4 à 6 mètres carrés, où il progressait lentement. Et ensuite, 2 ans plus tard, il a brusquement sorti la tête de l'eau. Il est devenu quincaillier et il vendait le ciment à une vitesse vraiment pharaonique. Moi-même, en tant que technicien du bâtiment, j'ai eu à faire les achats là-bas à maintes reprises. Jusqu'au jour où on a entendu une femme crier. Il était 4 heures. On a entendu une femme crier. Les voisins sont sortis. Et lorsque nous sommes arrivés sur le terrain, on a vu le monsieur, le pantalon baissé, en train de croiser le corps de la dame en question. Et ça a tellement, tout le monde savait, ça a tellement choqué les gens. Il y a eu même des vidéos, je sais pas si ça avait été partagé, mais il y a eu tellement de vidéos, ça a tellement fait de bruit. Il a beaucoup supplié la femme là, vu qu'elle vivait dans une barrière, il n'y a que quelques personnes qui ont pu avoir l'accès à l'intérieur de la maison. Et du coup, la femme a négocié, il a négocié avec la femme. La femme a dit, dans ce cas, tu seras obligé d'acheter mon porc parce que je ne peux plus élever un porc que toi tu as couché, mon ami, c'est très grave. Avec beaucoup de supplications, la femme a accepté l'argent, il a acheté le porc à près de 500 000.
Et même ses gestionnaires, ceux qui géraient la quincaillerie avec lui, ses vendeurs et ses chargeurs, étaient tous, ils ont vu la scène. Mais le lendemain, eux tous sont partis au travail. Et la femme lui demandait de partir avec le porc. Curieusement, c'est son gestionnaire qui l'a remis le porc. Il fallait aller revendre. Il est parti revendre ça au marché du porc de... On mange les choses. Je vous parle d'une histoire qu'on a vécue. Non, il est parti revendre le porc au marché de porc de machin, de quoi là, bon, c'est à Bafoussa, en effet. Il est parti revendre le porc. Et la vitesse à laquelle le monsieur là vend le ciment, bon, si vous savez bien, l'os est bourré de commerçants. Open. L'os est bourré de commerçants. Donc du coup, mais il vend beaucoup. Donc c'est-à-dire que pour concurrencer les autres, il avait vraiment la marge. Le plus choquant dans l'histoire, c'est que sa femme étant au courant de ça, elle a pris ses jambes à son cou, elle est partie la même soirée. 2 mois après, moi-même qu'il faut parler, je suis reparti là-bas acheter le ciment. J'ai vu sa femme était enceinte, je pense bien. Avant de quitter là-bas, elle était enceinte. Quand je suis arrivé 2 mois après, elle était là-bas. On avait acheté sa petite voiture rouge. Elle est barre, elle. Elle est vraiment rentrée vivre avec son dème. Le plus choquant, je ne sais pas si on avait seulement été inoptisé, mais ça n'a rien changé. Tout le monde connaissait que dans le secteur là, celui qui vend le ciment, c'est lui qu'on a attrapé parce que ce genre de nouvelles souvent très vite. Et ça a tellement circulé, mais jusqu'à là, on achète toujours le ciment là-bas. La dame chez qui je travaillais même, parce qu'il priait tellement, parce qu'elle a dit comment c'est monté, c'est descendu, mais qu'il fallait acheter le ciment, il disait qu'elle allait chez le cochonnier acheter. Vraiment, c'est-à-dire... Donc, moi je voulais seulement attirer l'attention aux gars qui aiment manger le porc. Je sais pas comment on fait pour éviter. Mais on mange beaucoup de choses miraculeuses. Bon, c'est tout ce que je pouvais apporter comme contribution. D'accord, merci beaucoup Big F. Heureux disent d'abord dans le commentaire: oh, je ne mange plus le porc. Oh. Je ne mange plus le porc. Je pense que ce n'est qu'avec le porc que les gars couchent. Les chèvres, les moutons, les porcs, même les chiens. Tu vas dire que tu ne manges plus quoi. D'autres même les poules. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Tu dors seul chez toi. Ben oui, non. Le porc de la porcherie. Même avec les hiboux. Hey, papa Kouken. L'eau là là. Tu vas arriver chez quelqu'un, tu vois, il a les animaux partout. Tu fais l'élevage. Non, moi j'aime beaucoup. C'est mon animal de compagnie. Le cochon, c'est mon animal de compagnie. Le cochon, c'est mon animal. Et dis seulement que c'est ta deuxième femme. C'est pas elle qui vient avec la boisson ici. Bonsoir, comment tu vas, Julien? Ça va et vous, j'adore que ça va. Bon, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une personne. Prends d'abord ton souffle. Je ne veux pas raconter en commençant à rire. Prends ton souffle comme ça. Tu arrêtes d'abord de rire. Tu vas avec les rires que tu me ris. D'accord. Ok. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une connaissance. Elle m'a donné l'autorisation de raconter. Bon, elle est en train de m'expliquer une situation. C'est comme ça qu'on a commencé l'histoire. Elle m'expliquait une situation. Elle me disait que souvent, quand un homme ou une femme, en tout cas quand tu es en relation, un homme ou une femme te plaque, en tout cas te barre, tu te fâches, alors que c'est parce que la personne n'a pas pu te sacrifier qu'elle te barre. Mais toi, tu te fâches, tu sombres dans la dépression, tu pleures, alors que c'est Dieu qui est venu te protéger. Maintenant, elle me raconte son histoire. Elle me dit, parce qu'elle est originaire du Nigeria. Elle me dit que quand elle était jeune, vous savez, nous en Afrique, on souffre. Quand tu es une jeune femme, au bout d'un certain moment, ta famille, tu commences à te mettre la pression de trouver un mari, comme si, je ne sais pas si c'était pour remplir ton CV ou quoi. Elle me dit qu'elle a grandi dans une famille pas très riche.
C'est comme ça qu'au bout d'un moment, quand elle quittait déjà l'adolescence, sa mère lui dit, il faut déjà que tu te trouves un mari, parce que les gens de notre communauté se marient très jeunes, mais toi, bizarrement, tu n'es jamais venu nous présenter quelqu'un. C'est comme ça qu'elle dit qu'elle a compris. Elle qui était école maison, elle a commencé à changer de routine. Elle allait dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les restaurants pour essayer de trouver un mari. C'est comme ça qu'un jour, elle dit qu'elle est sortie avec sa copine. Elle avoue que sa copine était très belle. Sa copine était plus belle qu'elle. Donc, elle dit qu'elles ont terminé en boîte de nuit où elles étaient. Sa copine lui a dit, allons dans un bar, on va prendre un dernier verre avant de rentrer. Elle a dit d'accord. Elles sont parties dans le bar. Elle dit que vu qu'elle avait bu un peu trop, elle commençait à raconter sa vie à tout le monde. Elle commençait à expliquer aux gens que dans sa vie, ça n'allait pas, qu'il fallait qu'elle trouve un mari et tout. C'est comme ça que le gars là est entré. Et elle dit que quand le gars est entré, normalement, il s'intéressait d'abord à sa copine. Mais vu que sa copine ne s'intéressait pas à lui, elle a commencé à parler avec le gars. Elle a commencé à raconter toute sa vie. Je souffre beaucoup. Chez moi, on me demande de trouver un mari. Je ne sais pas comment faire. Mon Dieu, machin. C'est comme ça que le gars se retourne. Il lui demande, quand on te demande de trouver un mari, elle dit oui. Ma mère me harcèle avec ça, elle veut que je trouve un mari, etc. Il a dit ok, donne-moi ton numéro de téléphone, je vais t'appeler. C'est comme ça que, au lieu maintenant qu'il prenne le numéro de l'autre, c'est son numéro qu'il a pris. En tout cas, ils sont rentrés. Après, elle est rentrée avec sa copine, lui aussi, il est rentré. Il est parti. Le lendemain, maintenant, il appelle la fille. Il lui demande, est-ce que ça va et tout? Oh oui, est-ce que vous êtes bien rentrés? Oui, nous sommes bien rentrés. C'est comme ça qu'il dit à la fille, hier, tu me parlais beaucoup de mariage. Est-ce que tu veux te marier? Elle dit, gars, oui, c'est seulement ce que j'attends. Depuis, avec les paroles que ma mère me lance et tout, moi aussi, je veux me marier comme mes soeurs, comme mes copines de ma génération, je veux me marier. C'est comme ça que le gars lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les choses rapidement. On va faire les choses rapidement et je vais venir t'épouser parce que tu me plais et tout. Bon, elle dit qu'elle était tellement aussi désespérée qu'elle est tombée dans ce que le gars là lui disait. Mais le gars lui a dit, avant ça, avant que je t'épouse, je vais d'abord te présenter à ma famille. Entre-temps, le gars, dans sa famille, eux, ils faisaient des tontines mystiques. Des tontines mystiques dans lesquelles eux, ils vendaient leurs partenaires. Elle dit qu'elle s'est rendue compte bien après qu'elle aurait dû comprendre ça depuis très longtemps. Parce que quand elle est arrivée, toutes les femmes de la famille avaient déjà perdu leur mari. Et elle ne s'était même pas renseignée sur le gars parce que la première femme a aussi été décédée dans des conditions bizarres. Et la première femme du gars l'avait laissée avec une petite fille. Donc elle dit que c'est comme ça que la réunion se préparait et tout. Elle dit une petite réunion de famille qu'on va faire. On achète des porcs, on achète des bœufs, on achète en tout cas des grands trucs. Elle dit qu'elle était étonnée. Mais bon, c'est pas sa famille, c'est la première fois qu'elle rencontre des gens. Elle dit qu'elle s'est préparée avec le gars et tout. Le gars lui dit non, je veux que tu t'habilles simplement, je veux pas trop attirer l'attention et tout, machin. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que quand ils arrivent, elle dit que parce que le gars il vivait dans une autre ville et sa famille était dans une autre ville. Donc il devait faire la route jusqu'à la maison familiale du gars. Elle dit que quand elle est arrivée là-bas, sa grande sœur, la grande sœur du gars, l'aînée, dès qu'elle a vu, elle a commencé à s'énerver. Elle dit mais oh, est-ce que je t'ai fait quelque chose avant que je n'arrive ici? Est-ce qu'on s'était déjà parlé? Bon, toi et moi, on a eu un problème. Le gars lui dit non, laisse, ne t'énerve pas, reste tranquille et tout. Ma grande sœur, elle est comme ça. Les autres sont venus la saluer, l'embrasser et tout. Oh, tu es la femme de notre frère et tout. C'est comme ça qu'elle dit non, je ne suis pas sa femme, je suis sa future femme. C'est comme ça que le petit frère du gars lui demande que mais tu es sa future femme comment? Il ne t'a pas encore épousé. Elle demande que mais m'épouser comment? Si on va m'épouser, on ne va pas faire une réunion de famille et tout et tout et tout. Donc la grande sœur s'était énervée parce qu'elle a su que la fille n'était pas encore mariée avec le gars. Donc pour que le sacrifice ait lieu, il faut que le gars se marie, il emmène sa femme là-bas et ensuite on la sacrifie. Tant que les deux ne sont pas mariés, il ne peut pas y avoir de sacrifice parce qu'ils n'ont pas encore de lien. Il faut forcément qu'il y ait un lien.
Donc, c'est comme ça qu'elle est arrivée. Elle dit que toute la soirée, la grande sœur du gars était énervée. Elle ne voulait même pas venir s'asseoir avec eux. Elle a dit, ah, c'est pas mon problème. Moi, je ne connais pas une personne. La personne s'énerve contre moi, ça ne me concerne pas. Elle est restée dans son coin. Elle dit qu'à un moment, ils étaient assis tous ensemble. La grande sœur vient et du genre, elle fait le geste de la main du genre pour dire, ramenez-vous, genre, venez. Allons là-bas, on va faire une réunion. Quand ils sont partis là-bas faire la réunion, ils ont commencé à s'insulter. Elle dit qu'elle n'entendait pas bien ce qu'ils disaient, mais ils s'insultaient, mais avec une violence. La grande sœur s'énervait. Que mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Tu nous perds le temps. Tu nous perds le temps. En tout cas, ce qui va se passer, va se passer. C'est comme ça qu'elle demande au gars là, mais elle parle de quoi en fait? C'est comme ça que le gars lui dit que cette nuit, quand tu vas aller dormir, comme tu vas dormir avec ma fille, ce que tu vas faire, c'est que toi, tu vas dormir devant et elle va dormir derrière parce qu'elle est encore petite. Elle a dit dans sa tête, en fait, c'était logique. Voilà comment, l'heure de dormir, eux, en famille, dans leur grande réunion, ils sont restés faire leur réunion. Elle est partie dormir avec la fille du gars. Elle dit que vu qu'elle ne connaissait personne, en venant se coucher pour dormir, elle a fermé la porte à clé. Elle a fermé la porte à clé, elle est venue, elle se coucher sous le lit. Bizarrement, son téléphone sonne. Elle dit qu'elle dormait même déjà. Son téléphone sonne. Elle se lève, elle prend son téléphone pour aller dans la douche. Parce que c'était une chambre avec une douche interne à l'intérieur. Elle dit qu'elle prend son téléphone, elle va dans la douche pour répondre au téléphone. Et c'est sa mère au téléphone qui lui dit, ah, je ne sais pas pourquoi, mais depuis le matin, je pense à toi et mon cœur bat. Elle demande à sa mère que tu penses à moi et ton cœur bat comment? Elle dit non, je ne sais pas ce qui se passe depuis le matin, mais mon cœur bat. À chaque fois que je pense à toi, mon cœur bat. J'ai appelé le pasteur parce que sa mère priait beaucoup. Sa mère lui dit non, j'ai appelé le pasteur et le pasteur m'a demandé de faire un petit transfert d'argent et on allait, genre comme une offrande et il allait prier pour toi. C'est comme ça qu'elle dit ok. Sa mère lui, je ne sais pas ce qui va t'arriver, je ne sais même pas où tu es, mais ce que je vais te demander, c'est de prier. Je ne sais pas ce que tu fais, mais mets tes genoux au sol, on va prier. C'est comme ça que sa mère et elle ont commencé à prier. Elle dit que sa mère lui a dit, ferme-toi dans la pièce où tu es. Mais vu qu'elle était déjà dans la douche, donc elle a fermé la porte de la douche et elle s'est mise à prier. Quand elle est en train de prier comme ça là, elle entend la fille du gars qui était couché sur le lit crier à haute voix. Commencer à crier. C'est comme ça que les gens qui étaient dans la réunion de la gloire courent maintenant pour venir demander qu'est-ce qui ne va pas. On se rend compte que l'enfant a été mordu. L'enfant a été mordu par un serpent. C'est comme ça que ce sont ses frères même qui sont dans la réunion qui disent que mais on voit comme si c'est la morsure d'un serpent. Tout le monde est étonné. C'est comme ça qu'elle demande que mais est-ce que dans la chambre là il y a un petit trou où le serpent peut passer? Ils font maintenant comme s'ils cherchaient, maintenant comme si c'était l'anaconda maintenant qui était rentrée dans la chambre. Tout le monde est étonné maintenant en train de chercher l'anaconda dans toute la chambre. On ne trouve même pas le serpent. Mais on voit que c'est une morsure de serpent. C'est comme ça que dès que le gars a vu ça, il s'est retourné, fâché, il est parti. Voilà maintenant comment la grande sœur du gars, elle dit qu'en tout cas, faites ce que vous allez faire, emmenez l'enfant à l'hôpital, faites ce que vous pouvez faire. Les autres, avec les employés de maison, ils ont porté l'enfant rapidement pour l'emmener à l'hôpital. L'enfant est mort. Quand la petite fille la décède maintenant, la grande sœur s'en foutait éperdument. Le frère là, comme lui savait en toute âme et conscience ce qui s'était passé, vu qu'on n'avait pas pu liquider la fille là, parce que les deux ne s'étaient pas mariés avant d'arriver à la réunion, donc on a sacrifié la fille du monsieur. Alors que le monsieur, il ne voulait pas. Il paraît que lors de la réunion, la grande sœur lui a bien dit que tu m'emmènes une personne avec qui tu t'es marié. Parce que toute l'année, on a fait des sacrifices, on a sacrifié les autres. Et nous tous, on a bénéficié de ces sacrifices-là. C'est à ton tour. Donc lui, il a su ce qu'il est en train de faire. C'est la raison pour laquelle il a emmené la fille là-bas. Donc c'est la raison pour laquelle il a emmené la fille là-bas. Elle dit que quand on amène la petite fille à l'hôpital, elle décède. Tout le monde, en fait, eux, ils faisaient comme s'ils avaient trop mal. Mais c'était plus les employés de maison qui avaient mal, qui passaient le temps à pleurer. Elle dit que quand le gars est parti comme ça, là, il n'a plus parlé. Les autres aussi, après le lendemain, ils ont ramassé leurs choses, ils sont partis. Genre, on a fait ce qu'on avait à faire, en fait, c'est terminé, quoi.
Ils n'ont même pas attendu de dire qu'on a mal, on a sacrifié, une personne est morte. Rien du tout. Rien du tout. Genre comme si rien ne s'était passé. Elle dit que le gars était tellement énervé. Il a grondé. Il a appelé, parce qu'elle a appelé pour lui dire que, mais toi, tu es parti, tu as ramassé tout ce que tu es parti, tu m'as laissé ici, je fais comment pour rentrer? Il dit que je m'en fous. Fais ce que tu as envie de faire. Je t'ai demandé de faire quelque chose, je t'ai demandé de te coucher à un endroit. Tu es quitté de là-bas pour faire quoi? Tu es quitté de là-bas pour faire quoi? Fous-moi le camp, débrouille-toi à rentrer comme tu veux. Elle dit qu'elle s'est mise à pleurer. Que, mais, est-ce que je savais? Il dit non. Je t'ai demandé de te coucher quelque part. Tu t'es pas couché quelque part, non? Tu t'es pas couché quelque part. Pourquoi tu es parti dans la douche? Je t'ai demandé de te coucher. Avec la colère. Elle a dit, ok, excuse-moi. Il lui a dit que dépêche-toi de revenir là où, puisque les deux vivaient même déjà ensemble. Dépêche-toi de revenir là où nous on était. Tu ramasses tes bagages et tu me fous le camp. C'est comme ça qu'elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle, dans sa tête, elle pleurait tellement parce qu'elle se disait que, ah mon Dieu, j'avais déjà trouvé le mari. Enfin, ma mère allait me laisser tranquille avec cette histoire de mariage. Ah mon Dieu, je reviens encore à la case départ. Elle a compté ces choses, elle est partie. Maintenant, le gars, maintenant, il est resté dans son coin. Donc, quand le gars est maintenant resté dans son coin comme ça, là, il est parti, il a réorganisé une deuxième réunion dans laquelle il a dit à ses frères et sœurs là qu'il ne voulait plus continuer dans la relation mystique. Il ne voulait plus continuer dans la relation mystique. Il n'avait pas donné un ordre à quelqu'un de tuer sa fille. C'est comme ça que dans la famille, on lui dit que maintenant, si tu voulais qu'on tue ta copine que tu as emmenée, il fallait l'épouser. Parce que cette fille et toi, vous n'aviez aucun lien. Mais il fallait aussi qu'on fasse un sacrifice. Ça urgeait. Donc, c'est la raison pour laquelle on a pris ta fille. Lui, maintenant, il dit à sa famille que moi, je ne veux plus faire partie de cette réunion-là. On lui dit jamais. Nous, on a vendu, ça c'est la grande sœur qui parle. Nous, on a vendu nos enfants. On a vendu nos maris. Et aujourd'hui, maintenant, toi, tu dis que tu ne veux plus faire partie de la réunion-là. Maintenant, toi, tu vas laisser ta place à qui? On a déjà pris ton enfant. Au moins, si tu t'étais marié, comme on t'avait dit, on devait sacrifier on devait prendre maintenant ton enfant pour te remplacer, vu que toi, tu dis que tu sors. Le gars dit que je ne veux plus. On dit donc au gars que comme tu ne veux plus, tu vas voir. On dit que le gars n'a même pas fait le mètre. Il a fait un grave accident. Il était dans le coma. Et comme il était hospitalisé dans une église, il était hospitalisé dans un hôpital où à côté il y avait une église. C'était les gens de l'église qui venaient prier pour lui. Et après, on lui a dit non. On ne voit même, il a fait un grave accident, mais on ne voit même, il n'a même pas d'hématome en fait. Il n'a rien de grave sur son corps. Seulement qu'il délirait, à chaque fois il disait laissez-moi, laissez-moi. C'est comme ça que le pasteur de l'église lui a dit non. On voit que ton cas là c'est un peu mystique. Mais pour qu'on puisse te sauver, tu dois te confesser. Les gens à qui tu as fait du mal là, tu dois aller demander les excuses. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé, parce que c'est lui qui avait sacrifié sa première femme, la mère de sa fille. Il a appelé les parents de sa première femme, la mère de sa fille là. Les parents de sa première femme là, et il leur a demandé les excuses. Ensuite, maintenant, il a appelé la fille. C'est là où maintenant il fait des révélations à la fille, en disant à la fille que la fille dit d'abord que quand le gars l'a appelé, elle était tellement contente parce qu'elle se disait que, ah mon Dieu, le mariage est revenu. Mais le gars lui dit non, le mariage n'est pas revenu. Je t'appelle juste pour m'excuser. Parce qu'est-ce que tu sais que j'ai plutôt failli te sacrifier. Je ne connais pas le Dieu que tu pries. Je ne sais pas ce que tes parents ont fait pour toi. Mais sache que tu as été sauvé. Elle demande au gars que, mais j'ai été sauvé comment? Le gars lui dit non. Quand je t'ai demandé de te coucher devant là, c'était pour que le serpent là vienne te piquer. Mais tu as eu la chance, je ne sais pas par quel moyen, tu es quitté. Et malheureusement, c'est ma fille qui a été sacrifiée. Elle dit que quand le gars a fini de raconter l'histoire comme ça, là, il est mort. Elle dit que quand le gars est maintenant mort, elle a appelé sa mère et elle a expliqué l'histoire à sa mère. Sa mère lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on fasse des prières sur toi. Vous connaissez les gens des églises. Elle dit que veillez de prière sur veillez de prière, veillez de prière sur veillez de prière, chasser l'esprit des maris de nuit, chasser l'esprit des sorciers, chasser l'esprit. Jusqu'à ce qu'elle s'est dit que, souvent, quand quelqu'un te quitte, et elle dit que malgré ça, elle avait sombré dans la dépression, et quand le gars était parti, elle avait sombré dans la dépression.
Parce qu'elle se disait toujours que c'est de sa faute, c'est de sa faute, c'est de sa faute. Et elle ne se disait même pas que, genre, quelqu'un est mort et puis on a failli. Non, elle ne se disait même pas ça, mais elle est sombrée dans la dépression. Et c'est la raison pour laquelle elle m'a dit que souvent quand quelqu'un te plaque, il ne faut pas être là en train de pleurer pour dire que oh, quelqu'un m'a plaqué, gna, gna, gna. Non. Souvent la personne te plaque parce qu'il n'a pas pu te tuer. Et comme il a envie de gagner en temps là, il te fait dégager de ta vie. Donc c'est un peu ça mon histoire de ce soir. Aujourd'hui Merci là, beaucoup, attendez Julia, pour d'abord. l'histoire. Attends d'abord. Aujourd'hui là, les gens des commentaires, vous n'avez pas réussi à me déstabiliser. Je suis allée jusqu'à la fin de mon histoire. Voilà. Merci pour l'histoire. Dans les commentaires. Bye bye. Là, les commentaires. Bonsoir, mes papillons. Bonsoir DMG. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Ça va et toi? Très bien, merci. Bonne année. On ne s'est pas eu depuis, hein? Bonne année, t'es dit. Ah, ça a été les fêtes? Bah ouais, on peut dire. Et de ton côté? Ouais, mais tranquille. Hein. Voilà. D'accord. Bonne année à la team. DMG, c'est la première fois que je lis les commentaires. Ils sont graves, C'est maintenant que tu vois. J'ai jamais lu les commentaires, ça m'intéresse pas plus que ça, mais je regarde. On est 1200 dans le direct, il y a au moins 600 personnes. Il y a 600 personnes là. C'est sûrement des évadés de prison. Donc voilà. Quand ils sortent de prison là, ils viennent se lâcher les commentaires ici. Voilà, je regarde, je lis seulement. Non, ils sont là même. Donc quand on parle là, c'est comme ça il m'a accéléré. Moi je lis pas haut. Quand je finis là, je regarde seulement, je lis même pas. Moi je connais pas, tu es le seul direct que je regarde sur TikTok. Après ils débranchent là, ils passent à autre chose. Non, ils sont graves même. En tout cas, ça va DMG. Et DMG, tu as suivi j'ai ma cousine des États-Unis qui m'a envoyé mon voice. Elle dit, écoute, je t'ai reconnu. J'ai dit, toi tu es là-bas, il y a que j'étais caché dans mon petit coin là, déjà. Tout le monde écoute. En tout cas, tu as suivi. Elle m'a rappelé une histoire là. J'ai dit, bon, il faut que je te raconte ça aujourd'hui. En fait, une année, on était partis en vacances au village. Et quand on est arrivé, on a vu une tante là. Bon, enfin, c'est après qu'on a su que c'était notre tante. Mais elle avait un de ses ventres. C'est comme, on était avec notre maman même. J'ai dit, je sais pas si c'était quadruplé. Elle était enceinte des jumeaux, non pas jumeaux, des quadruplés. Mais le ventre, donc on a tiqué. Je l'ai regardé, donc maman nous a pincé. Donc on a attendu, maman a causé un peu avec elle et puis elle est partie. J'ai dit, mais maman, ça là, c'est quel ventre ça là? Elle me dit, celle-là, c'était une très, à l'époque, hein, où elle n'était pas encore mariée, elle était jeune fille là. Puis la tante, c'était une très belle femme. Elle était à l'école, elle était au village et la tante, elle venait très souvent en ville. Elle avait rencontré un gars en ville. Et maman disait qu'à l'époque, le cimetière de Williamsville, c'était au 220. Le cimetière n'était pas encore à Williamsville. Et donc, la tante, apparemment, elle avait rencontré un fantôme, bon, un revenant. Elle a rencontré le revenant et tous ils ont commencé à sortir ensemble. Et à l'époque, c'était un groupe de jeunes filles. Hein, et elle a commencé à sortir avec le gars et tout. Mais le gars l'arrivait, il la raccompagnait tout le temps. Tout le matin, vers 4h, 5h, il la raccompagnait. Et après, s'est confié à une de ses amies pour dire que le gars, en tout cas, la maison est belle, où le gars vit, il a une très belle maison. Et tout ça là. Mais vraiment, tous les jours, il me réveille à 5h. Et là, je suis enceinte. Vraiment, moi, je sais pas. Ça, la tante, sa copine lui a dit, mais faut tout faire, faut pas partir. Si tu te réveilles, là, faut pas que tu vas partir. Peut-être que quand tu vas là, il y a une autre femme qui vient derrière toi. Donc, faut attendre. Elle a dit, ok, c'est ce que je vais faire. Elle a respecté ça une semaine, la deuxième semaine. Le gars l'arrivait, elle dit, elle va pas. Le gars dit, faut partir, je dois aller au travail. Elle dit, jamais. Tu me trompes et puis je suis enceinte de toi. Donc, je me considère maintenant comme ta femme. Il ne bouge plus. Le gars dit, j'ai dit, il faut partir. Je vais passer à la maison, rencontrer ta famille, tout et tout. Mais pour le moment, il faut rentrer. Elle dit, jamais. Le gars dit, tu vas pas. Elle dit, elle va pas. Le gars dit, ok. Moi, je vais au travail, il faut rester. On dit, vers 6h, 7h, c'est le gardien qui est venu la réveiller.
Madame, elle était couchée sur la tombe du monsieur. Madame, c'est un parent. Elle dit qu'un parent, elle regarde autour, il n'y a que des tombes. Elle dit, aïe. J'étais couchée sur un lit. Le gardien dit, non, non. Ici, là, tout le temps, il y a des femmes qui viennent. Ça arrive souvent. On a tellement mal d'avoir perdu un parent. Tout ce que le gardien disait, elle ne comprenait pas. Elle est repartie directement. Elle a pris car elle est allée au village. Les gens lui ont dit, mais comme tu lui as dit, à l'époque, il n'y avait pas d'échographie, tout et tout, que là, si tu veux enlever la grossesse, tu vas mourir. Il faut laisser comme ça. Parce que le monsieur, il sait maintenant que tu es enceinte. Il faut laisser comme ça. Elle a laissé la grossesse. Mais si tu vois le ventre, mais laisse tomber. Elle porte les cabas là. Mais à travers ça, c'était horrible. Moi-même, quand j'ai vu là, j'ai tiqué. Là, maman dit non, c'est un revenant qui l'a enceinte. Tant qu'elle meurt pas, elle n'accouche pas. Après, quand la médecine s'est développée avec les échos, il n'y a pas d'enfant, hein. Le ventre, c'est de l'eau. Et toute sa vie, la tata, elle est restée un cabas comme ça. Après, j'ai même plus de ses nouvelles. Je ne sais même pas si elle est décédée maintenant, il y a très longtemps et tout. Mais elle a vécu toute sa vie en cabas. Elle est restée au village, malgré les tradis, praticiens, tout ce qu'ils ont fait là. C'est resté comme ça. Le ventre est resté comme ça. Donc, souvent aussi, les conseils des copines, des amis, des ceci, des cela, là. Ce n'est pas tous les conseils qu'il faut prendre. Donc, voilà ma petite histoire. En tout cas, elles disent qu'elles te suivent, donc elles vont me ramener plein d'histoires maintenant pour toi. Comme elles ne peuvent pas monter. D'accord. Ok, merci beaucoup, merci j'ai beaucoup. envie de te demander si tu as toujours eu cette tête-là ou bien les cheveux sont venus après. Bon, c'est vrai quand même que depuis le secondaire, je garde les cheveux. Ah, ok. Je vais lui dire ça. Parce que quand elle te voit, mais elle dit, maman, ton DMG, là, il est là encore avec sa touffe, là. D'accord, merci beaucoup. Ok, DMG, bonne soirée. Bonne soirée. Merci.